Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. 5e manifestation en moins d'un mois. Ça bosse, qui dit mieux? Ça bosse dur. Et effectivement, nous sommes heureux ce soir d'accueillir une personnalité avec Dominique Portet, qui est effectivement docteur en histoire, journaliste, auteur, éditeur de presse, pour une rencontre consacrée à la Shoah. L'universitaire occitan va présenter son ouvrage paru aux éditions L'Antilope, Mécanique d'une dérive. C'est une conférence débat inscrite dans le devoir de mémoire et d'histoire que conjugue l'institution montpelliéraine depuis sa création en 2000. On a reçu de nombreuses personnalités sur cette thématique, et pas des moindres. Georges Bensoussan, qui reviendra en janvier, Serge Klarsfeld, Annette Vivorca, qui est venue il y a 4 ans ici même pour des écrits du ghetto, que l'on a entendu avec bonheur pour la 3e édition du Salon du Livre des bons juifs la semaine dernière à l'hôtel de ville de Montpellier, et bien d'autres intervenants encore qui se sont exprimés sur l'impossible oubli, sur l'indicible, sur ce génocide du peuple juif qui continue effectivement de nous questionner 80 ans après. C'est une manifestation en collaboration avec la délégation régionale du Comité français pour Yad Vashem. Alors il nous importait d'accueillir Dominique Portet, c'est chose faite. Je suis heureux d'animer ce débat avec Christian Amadoui, à ma droite, qui est membre du comité scientifique de l'Institut Maïmonide, qui est professeur d'histoire contemporaine à Paul Valéry, un éminent historien, et qui a été mon directeur de thèse de doctorat sur Vichy et les Juifs, l'exemple de l'héros. Nous retrouverons d'ailleurs le professeur Amadoui au mois de février prochain pour un hommage au regretté historiographe de renom, Charles-Olivier Carbonel, qui nous a hélas quittés, est une figure du milieu universitaire montpelliérain. Un ouvrage collectif est sorti et Christian, ainsi que de nombreux collègues de Paul Va, s'exprimeront pour rendre hommage à cette grande figure intellectuelle régionale. Alors, je ne sais pas s'il est encore arrivé, s'il est déjà arrivé. Sébastien Cotte doit intervenir, représentant Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole. Je remercie les personnes présentes, les présidents d'associations, les personnalités. J'aimerais effectivement, ainsi que je l'ai fait déjà au début de cette saison, rappeler notamment pour notre orateur, qui nous connaît du reste, que l'Institut, effectivement, depuis 22 ans, reçoit pléthore de savants, d'universitaires, d'intellectuels, de journalistes, afin d'apporter une grille de lecture distanciée sur des sujets souvent complexes, des programmations pluridisciplinaires qui ont pour but de vulgariser les savoirs. C'est ce que souhaitaient faire Georges Frêche et René Samuel Sirat. Et effectivement, notre saison se poursuit à une cadence élevée. 3-4 conférences par mois en ce moment. Cette saison avec comme fil conducteur l'antisémitisme et la Shoah face à la résurgence de la plus vieille haine de l'histoire, pour paraphraser le professeur Wistrich de l'Université de Jérusalem, avec la disparition des derniers témoins de l'Holocauste, d'Urban, de la Shoah. Et donc effectivement, nous poursuivons cette mission première. J'aimerais remercier de sa présence Pierre Serre, patron de la Gazette, remercier les différents médias qui ont annoncé l'événement. La Gazette, justement, qui a consacré un très beau compte-rendu dans l'édition de cette semaine qui est parue aujourd'hui. Remercier également Midi Libre, Métropolitain, Radio Aviva et Academ. Alors après la table ronde sur les camps d'internement du Midi de la France, dans le cadre du 80e anniversaire des rafles du fatidique été 1942, voulu par le Troisième Reich et mise en place de manière zélée par le régime d'État français de Vichy. Après l'entretien avec Annette Vivorca sur son ouvrage qui vient d'être couronné du prix Féminaïsé 2022, nous avons une autre manifestation donc autour de la Shoah, Mécanique d'une dérive. Le livre que va nous présenter notre orateur, Dominique Portet, est un récit qui raconte l'histoire du ghetto de Lodz, moins connu que celui de Varsovie, qui a hélas tristement existé de 40 à 44, et du pouvoir exercé par son président, Chaim Rumkowski, sous domination allemande. Primo Levi a écrit, je cite, « En Rumkowski, nous nous regardons tous en un miroir, sans ambiguïté, son ambiguïté est la nôtre. Cette histoire est celle d'une dérive de 4 ans, je cite, de compromis en compromis dans un contexte de domination et de soumission, avec pour finalité la mort et l'extermination.
De sa nomination par les Allemands à la tête du Judenrat à la création du ghetto, l'auteur retrace en s'en tenant au fil de la chronologie des événements, de la visite du ghetto de Varsovie, avril 41, Selzner à Lodz, toujours en 41 mais en juin, au temps des transferts, au printemps 41, et des déportations, à la fin de l'année, une dérive telle, une inexorable marche vers la mort. Alors, Christian Amalvi, je vais tout de suite lui céder la parole, il va effectivement vous présenter l'ouvrage. Dominique Portet est né à Montauban, il a fait ses études d'histoire, de sociologie, d'audiovisuel à Toulouse, il est docteur en histoire et littérature sociale, tour à tour et parallèlement enseignant, journaliste, directeur de bureau d'études, auteur et éditeur de presse et de livres. Il participe à la création de plusieurs types de presse, de médias, de Midi Média à Pyrénées Magazine, de la revue d'université à Ici et Là et à Pays Qatar Magazine, et contribue à la relance des éditions Priva au début des années 2000. Un itinéraire d'envie satisfaite et de belles rencontres qui peut se résumer en un mot, transmettre, ce qui n'est pas pour nous déplaire à l'Institut. Parmi ces publications, citons l'histoire de Montauban, sous la direction de Daniel Higou, en collaboration parue aux éditions Priva en 84, La communication des villes, des mers et des images, aux éditions Milan en 88, Montauban, Le sens de l'histoire, avec Didier Taillefer aux éditions Média en 1994, L'antisémitisme à l'université, La responsabilité des intellectuels, années 30 et 40, aux éditions Singulières 2007, Putain de Carlos, édition Singulière 2011, Lexique amoureux de Toulouse, un ouvrage collectif sous la direction de Dominique Portet, paru aux éditions Cahiers en 2016, et avec notre collègue Christian Amalvi, le Lexique amoureux de Montauban, paru toujours aux mêmes éditions en 2018. Voilà, c'est un plaisir, un honneur de recevoir Dominique Portet ce soir sous les voûtes Auguste Roman de la salle Pétrarque. Et je donne tout de suite la parole à Christian Amalvi qui va introduire le débat. Merci Michael. Alors, en introduction, je vous signale, et c'est un beau hasard, si je puis dire, que le cahier des livres de la Croix de ce matin donne fait un très beau compte-rendu du livre de mon ami Dominique Portet. Je le fais circuler tout de suite pour que vous en preniez connaissance. Alors, je suis très heureux de présenter le livre de Dominique Portet parce que c'est un ami. Nous sommes nés effectivement à Montauban, tous les deux, à peu près une courte distance, et nous étions tous les deux au même collège catholique, Saint-Théodore, au début des années 60. Donc je ne résume pas la carrière de Dominique Portet, puisque Michael vient de le faire. Simplement, quand Dominique Portet a dirigé, c'était à la fin des années 90, les éditions Priva, eh bien, il m'a confié le soin de faire une collection. C'était sur les mythes et histoires, et j'ai essayé de faire quelques livres avec des collègues. Bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès parce que les éditions Priva n'étaient pas tellement reconnues par les éditeurs parisiens, comme vous le savez. Et ensuite, eh bien, nous avons travaillé ensemble pour ce dictionnaire, ce répertoire amoureux de Montauban, notre ville natale. Alors, j'aime beaucoup ce livre et il y a au moins 5 raisons pour lesquelles j'en recommande la lecture. D'abord, le premier, et Michael en a parlé déjà, c'est qu'il permet de mieux comprendre et de mieux connaître un des grands ghettos de Pologne, à côté de celui de Varsovie, de Cracovie, qu'on connaissait moins bien. Bon, le ghetto de Lodz, façon du Lodz, enfin bon, de 1939 à 1944. Il faut savoir que 204 000 juifs sont passés dans ce ghetto et seuls 10 000 ont survécu au mauvais traitement, tous ceux qui ont péri par les mauvais traitements, les privations, la maladie, ou qui ont été, hélas, gazés dans les camps de Chelmnov et d'Auschwitz à partir de l'été 1944, lorsque le ghetto a été liquidé. Donc c'est déjà un point très important de se pencher sur quelque chose qu'on connaissait peu ou pas du tout, ce qui était mon cas. Ensuite, ce qui est intéressant, et ça m'a fasciné dans son récit, c'est qu'il raconte en même temps l'horreur qui se déroule au quotidien entre 1939 et 1944 dans ce ghetto, mais parallèlement, il évoque la manière dont il a découvert personnellement l'horreur de la Shoah. Donc, dès les débuts des années 60, tu racontes comment, à Cotteret, dans les Pyrénées, un peu par hasard, dans une librairie, tu arrives et tu feuillettes un livre qui est un livre important, puisqu'il s'agit de l'univers concentrationnel de David Rousset, une des grandes figures de la résistance et de la Shoah, et qui est ensuite l'auteur des Jours de notre mort. Et c'est quelque chose, c'est le début, on va dire, d'une découverte de tout ce qui concerne les auteurs de la Shoah. Et cette découverte se fait en parallèle
et il découvre à la fois, bien sûr, les grands classiques de la déportation que vous connaissez, mais aussi des films. Tu parles d'un film dont j'avais jamais entendu parler, c'est Capot, par exemple, et tu dis comment les critiques de la Nouvelle Vague n'ont rien compris, pratiquement, ont assassiné ce film, ils n'ont absolument rien compris à la profondeur de ce qui était montré. C'était un des premiers films qui allait au fond des choses. Et là, tu le dis très nettement. Troisième point, c'est sur le plan méthodologique. Ce livre, c'est un livre qui montre comment on fait une histoire totale, avec toutes les sources, tous les témoignages, toutes les images, tout ce qu'on peut rassembler sur un fait aussi important. Eh bien, il arrive à construire un récit et nous faire découvrir quelque chose que nous ne connaissions pas. Et avec une question quand même lancinante tout au long du livre, et qui nous fascine encore aujourd'hui, comment a-t-on pu en arriver là? Il montre bien comment, à la fin de l'histoire du ghetto, le SS qui commande est devenu totalement fou et commet les pires atrocités. Et on a le sentiment que toute dimension humaine a totalement disparu chez les nazis. C'est quelque chose d'effarant de voir cette marche à la mort complètement délirante. Les soviétiques sont à la porte de la Pologne, on le sait, et justement, l'effort d'extermination en devient que plus fort, que plus puissant. Et je crois que là, on montre bien cette folie, et cette folie qui a gagné aussi, justement, Chaim Rumskowski, c'est-à-dire le chef qui a été nommé par les Allemands, et à qui devait tout, qui contrôlait absolument, les Allemands contrôlaient absolument tout. Et il montre aussi que cette idée de Führer, là aussi, saisit celui-là. Le goût du pouvoir s'est emparé de lui, et il a commis des brutalités, puisqu'il y avait une police juive qui s'occupait du maintien de l'ordre à l'intérieur du ghetto, et comment Rumskowski est devenu totalement fou du pouvoir, rendu fou par le pouvoir jusqu'au bout. Espérait-il s'en sortir? On ne sait pas trop. Enfin, c'est quelque chose de fascinant d'observer cette dérive aussi du pouvoir de ce personnage. Quatrième point, et ce n'est pas le moins important, et on a parlé, Michael a parlé à ce titre de Charles Descarbonel. Charles Descarbonel aurait, je crois, apprécié cette dimension. Il y a une dimension historiographique dans ton livre, c'est-à-dire que tu nous montres les grandes étapes de la connaissance de la Shoah, comment tous ces historiens, après David Grousset, qui n'a pas travaillé sur les archives, bien entendu, puisqu'il a fait part de son expérience, après les témoignages, on a eu les œuvres, les grands livres de Raoul Hilberg, fondés là, sur des sources, sur des archives. Et tu fais défiler dans ton livre tous ceux qui ont écrit, soit sur le plan littéraire, soit sur le plan du témoignage, soit sur le plan des archives. Je pense à Imre Kertész, on pense bien sûr à Elie Wiesel, on pense à tous ceux Goldhagen, par exemple. Et tu rappelles aussi quelque chose qui est important qu'on avait oublié, comment en 1986, un journaliste, un historien, un prétendu historien allemand, Nold, a essayé de mettre sur le même plan la fureur, les massacres de Staline, les crimes de Staline et ceux de Hitler, évidemment en réduisant l'importance de ceux de Hitler en faisant ainsi. Et il a montré comment un certain nombre d'historiens, comme Goldhagen, ont répondu à Nold en disant que cette mise en parallèle, en quelque sorte, de ces deux énormités, de ces deux crimes collectifs de masse n'était pas comparable. Il fallait faire attention de ne pas, justement, amoindrir la portée de la Shoah. Donc là aussi, ton livre apporte énormément de choses. Et je dirais que quand ton cinquième point, qui est aussi important, tu le dis au moment donné, dans ces années 30, tu t'interroges, est-ce que nous ne sommes pas en train de revivre aujourd'hui ce danger, cette menace, cet antisémitisme qui renaît sous d'autres formes? Et est-ce qu'on n'est pas en train de revivre aujourd'hui, dans ce climat de terreur, de guerre à l'échelle européenne, ce que l'Europe a vécu, notamment la Pologne, dans ces années 30? Et je crois que c'est important. Alors je dirais en conclusion que ce livre est capital à mes yeux parce qu'il associe deux notions. C'est un livre d'histoire qui montre le lien indissociable entre l'histoire et la mémoire. Ça, je crois que c'est capital en termes de transmission. Je crois que c'est un livre qui permet de voir la complexité de ces rapports entre histoire et mémoire, puisqu'il travaille sur ces deux registres. Il raconte ce qu'a été l'horreur de ce ghetto, mais il montre aussi comment sa mémoire a été ensuite transmise et comment le livre de Dominique Portet contribue à transmettre cette mémoire. Et je crois, ça sera un peu ma conclusion, pour laisser parler Dominique et pour vous laisser parler ensuite, bien sûr, je crois que c'est un livre qui se situe dans la continuité des grands chantiers de Pierre Nora, c'est-à-dire des lieux de mémoire de la Shoah, lieux de mémoire de la Pologne, et je crois que de ce point de vue, c'est un livre exemplaire qui doit tous nous intéresser, qu'il faut absolument lire, ce que dit du reste le journal La Croix dans son contenu. Voilà, on est terminé, Michael. Et maintenant, je crois que Dominique, tu as la parole. Bon, écoutez, après tant de louanges, je ne saurais quoi vous dire. Merci beaucoup.
D'abord, je dois vous dire que j'ai été très, quand vous m'avez proposé, Michael, de venir, j'ai été très ravi et très heureux, hein, tout simplement parce que j'ai été pendant un temps à Montpellier, j'ai travaillé à Montpellier, j'ai connu beaucoup de gens dans le champ, je veux dire, de l'histoire, mais pas seulement, je voulais vous le dire. Dans le champ de l'histoire, je ne peux pas commencer sans aussi faire référence à Charles-Olivier Carbonel. Charles-Olivier Carbonel, que j'ai eu comme professeur à Toulouse. J'étais fort jeune, je veux dire, c'est il y a 50 ans, hein, et qui m'a, je dirais, un peu aiguillonné dans ce champ très vaste et très touffu, je dirais, qu'est l'histoire, par ses cours, hein, qui ne cessaient d'étonner. Il avait un art de la théâtralité, je dirais, qui dépassait, je veux dire, la mesure, hein, ou en tout cas la moyenne, et ses étudiants l'appelaient Choc, hein, Choc comme les initiales de Charles-Olivier Carbonel. Je l'ai revu ensuite beaucoup plus tard, dans la phase que tu disais, la fin des années 90, quand j'ai dirigé une maison d'édition à Toulouse, et il m'avait accompagné dans cette démarche, comme Christian et d'autres, en tant que directeur de collection. On avait fait d'ailleurs un livre tout à fait remarquable sur l'histoire européenne de l'Europe. Alors le jour où il est venu me proposer l'histoire européenne de l'Europe, je dois vous avouer que j'avais fait une drôle de tête. Je me suis dit, bon, c'est quand même un peu redondant, bref. Mais total, on l'a fait. C'est un livre tout à fait remarquable dans une approche européenne sous un angle qui jusque-là a été peu traité. On avait souvent traité en additionnant, comme l'étrange saucisson, les différents pays européens. Lui, il mêlait et il essayait de trouver les traits communs, je veux dire, les caractéristiques communes, je veux dire, à tout ça. Bref, je veux dire, il l'avait présenté sous l'égide de l'Institut Maïmonide. Il avait mis toute une page dans le monde. Voilà. C'était un travail remarquable, il avait coordonné une dizaine, une vingtaine de personnes. Voilà. Alors, je dois aussi, j'en profite pour saluer dans la salle, je dirais, votre cher papa, Carole Yankou, dont j'ai été avec grand plaisir 2 fois, si je ne me trompe pas, l'éditeur, et ça a été un vrai bonheur, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, je dois aussi, je veux dire, je suis aussi ravi, j'ai des expressifs parce que j'ai fait un passage ici qui était plutôt dans l'ordre, comment je dirais, de la connaissance plus vulgaire, hein, mais je le prenais pas mal, hein, à savoir la presse, je dirais, dans le journalisme, moi-même, je veux dire, en empiétant, en venant de Toulouse, avec différents titres de presse, et ensuite avec, en compagnie de Pierre Serre, dans cet hebdomadaire quasi unique en France, qui est, quasi, il est unique, on peut dire, qui s'appelle la Gazette de Montpellier, qui a généré celle de Sète et celle de Nîmes. Donc ça me fait plaisir de retrouver un peu tous ces gens-là que j'ai connus, et je n'ai pas cité tout le monde, hein, parce que quand je faisais Mini-Média, j'en ai connu d'autres aussi, qui étaient dans d'autres domaines touchant à la communication. Bref. J'arrête là parce que je pourrais en parler longtemps, mais on n'arrive pas toujours tout à fait au sujet. Alors on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est donc un récit du ghetto de Lodz entre 1939 et 1945. C'est très délimité, donc c'est 5-6 ans que j'ai essayé de reconstruire. Alors, quand on parle de ghetto, on peut de suite avoir en tête le ghetto de Venise. Erreur. Le ghetto de Venise, ils sont dans le ghetto, et quand ils ne veulent pas être dans le ghetto, ils sortent, pas la nuit, mais on est dans cette période du 7e, 18e, donc c'est autre chose, donc on sort, la nuit on ferme pour se protéger, mais après on peut rentrer et sortir. Quand on parle de ghetto de Lodz, on n'est pas dans un lieu où on peut sortir. On y rentre, on est bouclé. En clair, ça serait mieux de parler la prison à ciel ouvert de Lodz, le camp urbain de Lodz. Mais bon, la dénomination, c'est le ghetto de Lodz. J'utiliserai cette dénomination, mais il faut vraiment s'enlever de la tête l'idée d'un ghetto au sens
de l'époque du XVIe siècle qui était quelque chose de volontaire. Là, on n'est pas dans l'acte volontaire. Deuxième point, ce récit, dans ça particulier, il disait, c'est que j'ai essayé de mentionner à chaque pas les étapes qui m'ont amené, je veux dire, à ce sujet. Comment je suis arrivé à traiter tout ça. Et j'ai essayé de fouiller, je veux dire, André historien dans ma tête, donc c'est très compliqué, d'essayer de me dire mais d'où ça peut venir. Et donc je citais le fameux film de Pontecorvo, là, je citais de Capot, bon, qui est un film, moi j'ai dû voir ça, je ne sais rien, j'avais 12 ans peut-être, j'étais dans une famille, on avait la télévision, c'est au début des années 60, elle n'était pas encore généralisée comme aujourd'hui, moi j'avais la télévision, la télévision, et j'ai vu ce film, l'histoire de Capot, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, je dirais, c'est un film en noir et blanc, donc très très fort, c'est un film avec une histoire d'une petite fille qui a les cheveux longs, qui est toute mignonne, toute brune, qui se fait généralement embarquer, qui va en camp, et qui pour essayer de survivre en camp, va devenir capot, c'est-à-dire un sous-chef, un relais, je veux dire, des Allemands. Et cette personne va à un moment donné, deuxième partie du film, rencontrer l'amour, parce que s'il n'y a pas d'amour dans un film, ça ne fonctionne pas bien. Elle va rencontrer, je veux dire, comment il s'appelait je ne me rappelle plus maintenant son nom, il m'échappe. Bon, enfin, Laurent Terzieff, je ne sais pas si vous voyez, qui a une gueule, je veux dire, à la fois d'ange et de démon, dans les courses, bon, vous finissez, je veux dire, en fanfare là-dessus. Donc, moi, je regarde ça quand je me dis, et j'ai toujours eu dans la tête. Et après, j'ai retrouvé Capot dans les études que j'ai pu faire d'audiovisuel, et ainsi de suite. Il y a eu tout un tas de polémiques sur Capot. On disait que le travelling qu'il faisait sur la personne qui va mourir, c'était quelque chose d'odieux. Bon, moi, j'avoue que ça me passait un peu au-dessus de la tête. Dans le film, je trouve, était très fort pour faire prendre conscience, si vous voulez, de cet événement. Voilà. Bref. Je reviens. Ce qui vaut livre, et de là est partie toute une lente, longue maturation sur cette question-là de la Shoah. Pourquoi, comment, et tout en faisant bien d'autres activités, qui pouvaient être de l'ordre de l'enseignement, comme tout ce que tu as dit, eh bien, j'achetais, je lisais, je constituais en fait une bibliothèque, une médiathèque, tout ce que vous voulez. J'ai toujours été grand lecteur de presse, donc, et la question de la Shoah, dans ces années, moi je commence à avoir 20 ans, c'est les années 70, elle est partout, elle est partout. Elle émerge, je dirais, après un silence, même s'il y a un monsieur qui a sorti un livre là, sur le silence trompeur ou je ne sais pas quoi, moi, je dirais au début des années 60, c'est une question qui est peu traitée. On est dans une phase de résistentialisme en France, tous les Français ont été résistants, tous les Français ont été gaullistes, ça fait déjà passer meilleur. Résultat des courses, je veux dire, on ne parle pas des choses, évidemment, qui peuvent troubler, je veux dire, ou diviser. La réalité est un peu plus, je pense, compliquée, évidemment. Et dans les années 70, on a comme une résurgence, les choses sortent. Ça sort en Allemagne, d'ailleurs, hein, ça sort en France, et c'est la génération d'après, ce qui a suivi, ceux qui ont subi, qui commence à prendre la parole. En France, bon, vous allez avoir évidemment tout un tas de personnalités qui vont être mis en avant. Je parle des Papons, les procès Touvier, les potentiels procès de Bousquet. Il s'avère que Bousquet, il est de Montauban, moi je suis de Montauban, Christian est de Montauban, donc ça m'intéresse bien. Et puis alors le Bousquet en plus, il a été à un moment donné à la Dépêche du Midi, moi je suis dans la presse, je m'intéresse beaucoup à la Dépêche du Midi, d'ailleurs quand j'ai commencé à faire des études d'histoire, j'ai fait des histoires, un enseignement sur l'histoire de la presse, je tombe là-dessus, donc tout ça j'accumule, je lis, et j'avance. Alors, voilà à peu près comment tout ça s'est déclaré et déclenché.
Je vous ferai 3 remarques préalables. La première, c'est sur l'approche que je peux avoir de la pratique historienne. Ce n'est pas nécessairement, si vous voulez, une pratique, j'allais dire, très universitaire. Elle est savante, hein, elle est quand même en partie, je veux dire, universitaire, elle fait un certain nombre de diplômes et autres. Mais c'est une pratique, je dirais, qui se fonde pour moi sur quelque chose de très particulier. C'est un sujet qui m'intéressait, un sujet qui me questionnait autant existentiellement que historiquement, qui m'a amené, je veux dire, à tout ça. Il y a bien des manières, si vous voulez, de pouvoir faire de l'histoire, hein, d'Hérodote, Michelet, voire Georges Duby. Moi, ce que j'ai retenu, je veux dire, de tous ces défricheurs, de tous les maîtres que j'ai pu avoir en histoire, de tout ce que j'ai pu apprendre sur l'histoire, je vais citer entre autres Nora, c'est le poids et l'absolu poids de l'humain. Si l'histoire elle a un sens, pour moi, c'est pour arriver à mieux approcher la connaissance de l'humain, à mieux approcher la connaissance de l'humanité, hein, et, si vous voulez, à essayer de mieux comprendre, hein, les tenants et les aboutissants de la condition humaine. Deuxième point, qui est un peu aussi particulier, pendant très longtemps, l'histoire elle a été très très marquée par le poids, je veux dire, des religions. Les 3 religions monothéistes, en fait, si on se met chez les Grecs, je veux dire, ils étaient polythéistes comme les Romains, et la religion avait un poids majeur, je veux dire, dans la vision qu'ils pouvaient avoir, je veux dire, de la société. En histoire, hein, jusqu'on va dire, je simplifie, hein, jusqu'au XVIIIe siècle, hein, la raison a peu de place. Je veux dire, on a une voix qui a été inspirée par Dieu, je dirais, et c'est lui qui organise, je veux dire, la vie, l'histoire. L'histoire a une forte connotation spirituelle, religieuse, comme vous voulez, et le XVIIIe siècle va un peu bouleverser tout ça, avec une forme, le début de la rationalisation, et évidemment la fin aussi des gouvernements de droit divin. Parce qu'en même temps que l'histoire renvoyait, je veux dire, à Dieu, Dieu renvoyait, je veux dire, au présent, et donc le présent, c'était une histoire de monarchie, je veux dire, de droit divin. On a un peu évolué quand même, je veux dire, là-dessus. Le troisième point qui est pour moi majeur, c'est que quand on regarde bien l'histoire, il y a, attention, à la fois des zones d'ombre et des zones de lumière. Les zones de lumière, Napoléon, Louis XIV, parfait, je dirais. Des zones d'ombre, les choses qu'on ne sait pas. Un exemple, quand on prend dans l'histoire contemporaine, évidemment, cette question-là de la résistance. Dans Mécanique d'une dérive, il y a vraiment l'envie de mettre la lumière sur une zone qui est sur un événement qui est constitué de tant d'obscurité, je dirais, et de tant de creux, je dirais. Je cite comment elle s'appelle, Hannah Arendt, qui disait « Il est des événements, je veux dire, si noirs et des ténèbres si sombres qu'ils éclairent avec beaucoup de pertinence sur la condition humaine, sur l'homme, son esprit, son cœur et sa raison. » Et je crois qu'elle a fondamentalement raison. C'est dans des moments quelquefois les plus sombres, que l'on peut arriver à comprendre certaines choses de l'ordre de l'humain. Moi, c'est un peu ça qui m'a mené. Alors après, est-ce que j'y suis arrivé? C'est encore, je dis, autre chose. Si j'écoute Christian, mais comme je le connais depuis qu'il est petit, il a toujours dit pareil. Il me dit toujours, c'est bien ce que tu fais. Bon, donc, il faut l'écouter, mais après, ça sera mieux que vous le disiez. Mais c'est sincère, je suis sûr. C'est pas complaisant. Je sais bien, je veux dire, mais on peut se tromper même dans la sincérité. Mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais admettons que tu t'es pas trompé. Et alors, ces trois préalables posés, je voudrais vous dire que dans tout ce travail, je veux dire, de recherche, lent, patient, j'étais
comment dirais-je, j'ai été rappelé à l'ordre, je veux dire, sans arrêt, par l'actualité, par les commémorations. On baigne plein, je veux dire, là-dedans. On a des commémorations depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, en permanence, par des expositions. Enfin bref, cette question-là, elle est traitée partout, par des livres. Je veux dire, il n'y a pas une chronique que je peux lire dans les trois hebdos, là, le Figaro, le Monde et la Croix, hebdomadairement, où il n'y a pas un livre qui peut toucher directement ou indirectement, je veux dire, à la Shoah. Hein. Il n'y a pas un film aujourd'hui qui ne touche pas directement ou indirectement, je veux dire, à la Shoah. Il y a en permanence, et quand je prenais tout à l'heure, je disais que dans les années 80-90, on fait vraiment un bond. Le bond, il n'est pas fini quand on y réfléchit. Hier, je regardais, j'étais dans une librairie et vient de sortir un livre, quand on y réfléchit, c'est assez extraordinaire, sur le procès de Bousquet. Le procès, je veux dire, de Bousquet. Alors Bousquet, c'est donc le secrétaire général de la police. C'est le secrétaire général de la police qui va gérer l'opération du Veldiv, mais aussi Marseille, j'en passe. Je veux dire, c'est le chef de la police. Il est à la tête de la police française jusqu'à la fin de l'année 1983. Après, on ne sait pas trop où il est, mais enfin, 43, j'ai dit 83. Ouh, 83. Il aurait encore été là. Non, 43. Et ensuite, je veux dire, il disparaît, il va un peu du côté de l'Autriche, il sera rattrapé, je veux dire, par les Américains, et ainsi de suite, quand tout évoluera, il reviendra en France. Bousquet, donc, il est tranquille, grosso modo, jusqu'à les années 70, jusqu'à ce que Serge Karsfeld et sa femme, je veux dire, disent et portent plainte contre lui, contre crime contre l'humanité. En 83, on va dire, il disparaît de la circulation et son procès, donc, n'a pas eu lieu. Mais le livre qui redonne la totalité de ce procès, il sort quand? Il est sorti hier, donc 72 ans après, on vous publie quand même le livre, le compte rendu in extenso du procès. 72 ans après. Il y a quand même un laps de temps qui peut poser, qui peut, mettons, je veux dire, interroger. Moi, en tout cas, c'est bien des interrogations que j'ai eues à un moment donné. 40 ans, donc, après avoir été non seulement, je veux dire, condamné, mais en même temps relevé, je veux dire, de sa condamnation et jugé, je veux dire, pour enlever sa condamnation parce qu'il aurait été résistant. Je ne sais pas si vous voyez quand même, le livre là, il est sorti chez Fayard, c'est Badinter qui en a fait une préface, personnellement, dont je trouve qu'il demeure de grandes ambiguïtés, puisque Badinter, en 2022, dit je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir. J'ai tout, mais je ne peux pas savoir. Or, quand vous lisez tout, je ne veux pas faire polémique, hein, mais quand vous lisez tout, dans les membres de la haute cour, vous avez un personnage qui s'appelle Jean Baillet. Ce que je dis, c'est pas pour dire, je dis, c'est un questionnement qu'on pourrait se pousser. Jean Baillet, qui est à l'époque un personnage central du Parti radical, et qui est un personnage central de cette 4e République. Et lui, il y est. Vous remarquerez que dans pratiquement tous les livres qui font allusion à ça, aucun ne porte de jugement. C'est juste une question, je dirais. Je pense qu'il y aurait à fouiller, je dirais, là-dessus. Il est, pour moi, impossible qu'il n'y ait pas eu, à un moment donné, avec lui ou avec d'autres, un certain nombre, je veux dire, de connivences. Bref.
Partant de là, je m'arrête pour ne pas plomber l'ambiance. Dans les années, je veux dire, 73, il y a en France un livre qui va beaucoup me marquer, qui ne va pas me marquer qu'à moi, et qui va être essentiel, je veux dire, pour cette question de la Shoah. C'est le livre d'un Américain qui s'appelle Paxton, et qui s'appelle L'histoire, la France de Vichy. C'est le premier qui ose dire que peut-être qu'à Vichy. Il va plus loin, il explique quand même qu'une partie des années 30 et une partie d'un certain nombre de choses qui sont passées dans les années 30, des événements dans les années 30, se sont inscrits comme des éléments préalables et qui s'inscrivent dans une continuité avec le gouvernement de Vichy et de Pétain. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu une vision où on isolait, je dirais, Vichy, et il n'y aurait presque rien eu avant, et il n'y aurait presque rien eu après. Où avant c'était tellement différent, et après c'était tellement différent. Est-ce si sûr que ça, quand on analyse par exemple les différentes lois traitant de la question, je dirais, des Juifs, ou de la question indirectement des Juifs, des étrangers, où on dit dans les années 38, ce type d'étrangers, ce type de gens, de postes professionnels, on ne peut pas les occuper si on n'est pas français de ci, de là, et on commence à classifier, à raisonner. C'est très antérieur quand même, c'est antérieur pour le moins. Les fichiers qui ont servi à organiser, je veux dire, tout le Veldiv et tout ça, ils naissent, je veux dire, dans cette réorganisation de la police de la fin, je veux dire, des années 30. Bon, on va s'arrêter là. Alors, je vais maintenant essayer de vous présenter en deux temps ce livre. Au premier temps, je vais vous parler essentiellement de manière un peu descriptive, mais pour avoir le cadre du ghetto de Lodz. Dans un deuxième temps, j'essaierai de raisonner sur 3, 4, 5, 6 idées que je ressors de ça, un peu de cette histoire. On peut en ressortir bien davantage, me semble-t-il. Alors, sur ce qui est du ghetto de Lodz, premier point. Le ghetto de Lodz, je vais essayer de vous l'approcher en 5 questions. Premièrement, son président, le portrait de son président. Qui c'est ce Chaim Munkowski? C'est le président donc, de la Judenrat de Lodz. Les Allemands arrivent en septembre 1939. Moins d'un an après, ils mettent en place, je veux dire, le ghetto, et ils mettent à la tête du ghetto, comme ils l'ont fait partout ailleurs, le ghetto de Lodz, c'est le deuxième après Varsovie, en grosseur, en quantité, mais c'est l'un des 400 ghettos qu'il y a. Les Allemands partaient du principe qu'eux, il fallait qu'ils vivent entre eux, je veux dire, entre Allemands, et donc on ne se mélangeait pas avec les autres qui avaient des maladies, qui donnaient ci, qui donnaient là, bon, j'en passe le meilleur. Et donc les Allemands partaient du principe qu'il fallait les mettre à part. Après, on les mettait où à part? Je veux dire, c'est tout le débat qu'il y a eu entre l'armée et tout, parce que tout ça, il suffit pas de le dire, pour l'organiser, ça demandait quand même un certain nombre, évidemment, je veux dire, de moyens. Là, ils vont décider de faire un ghetto, et en Pologne, il y a eu 400 ghettos à peu près. Quand vous aurez ensuite, à partir de juin 1941, l'entrée en guerre, il y aura 1 millier de ghettos, je veux dire, qui vont se trouver entre l'Estonie, la Lettonie, l'Ukraine et la Biélorussie. Vous devez voir un peu où c'est, parce qu'aujourd'hui on en parle pas mal. Donc là, il y a 1000 ghettos. Et dans la partie Est, les Allemands ont été beaucoup plus radicaux. Ils étaient rentrés dans la guerre, donc il y avait un mouvement, le mouvement s'affolait, on va dire. Et là, ils ont liquidé directement, c'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle, et ainsi de suite. Où là, il y a eu une systématique, je veux dire, de tuerie. Ça, c'est donc après 1941. Donc, Munkowski, c'est donc un monsieur qui a 62, 63 ans. Il vit à Lodz. Il a été, je veux dire, marchand. Il vendait des tissus. Lodz, c'est la Liverpool, c'est 600 000 habitants à peu près. C'est la Liverpool polonaise où on fabrique des tissus. Et
il vend des tissus. Lui, il est sur la partie Est, il est en Lituanie, et arrive un événement qu'il n'avait pas tout à fait prévu en 1917, c'est la Révolution russe. La Révolution russe, elle fait qu'il se retrouve en clair comme Grosjean, il n'a plus rien. Je veux dire, on lui a pompé son usine, je veux dire, et tout, il n'a plus rien. Bon, donc il n'a plus rien. Tout, il revient, je veux dire, à Lotz, et à Lotz, il se réinstalle, il va être dans les assurances, ainsi de suite. Il fait partie de la communauté, et je dirais de la sphère dirigeante de la communauté. Ça serait, je dirais, un sioniste conservateur. Voilà, en gros, il est évidemment d'un anticommunisme, je veux dire, puisqu'on lui a pompé son usine, il n'a pas tellement bien pris, je veux dire, donc il n'est pas très content, et donc il est très anticommuniste, et donc le slogan du judéo-bolchevisme ne va pas avoir nécessairement chez lui, je veux dire, c'est pas nécessairement un blocage. Il y a des expressions que j'utilise, qu'il a utilisées, que je reprends, où dans sa bouche, on a l'impression d'entendre des idéologues allemands, par moments, des idéologues allemands, je veux dire nazis, dans le cas précis. Voilà. Et donc il se retrouve là, il est dans les assurances, il s'occupe beaucoup d'enfants, il n'a pas pu avoir d'enfants, c'est le drame, je veux dire, de sa vie. Il est très généreux, mais très, on le verra, très très autoritaire, et dans un jeu de circonstances, parce que les Allemands, quand ils arrivaient dans une ville, ils avaient une technique qui est une technique guerrière relativement, j'allais dire, classique, je veux dire, si on peut appeler ça des techniques classiques, c'est qu'ils arrêtaient un certain nombre de gens, ils les tuaient, ils les humiliaient, ils leur coupaient les couettes, ils leur coupaient sur... Enfin, bref, ils faisaient tout ce qu'il fallait faire pour entraîner une peur, je veux dire, donc ils le font, et il y en a déjà qui sont partis. Il y a pas mal de dirigeants de la Kélila, qui étaient l'espèce de conseil juif, qui sont partis et qui ont dit des donc. Il y a aussi des circonstances, c'est qu'il n'y a pas grand monde au portillon, je veux dire, pour rester. Et donc, tout simplement, je veux dire, la deuxième chose, je crois, qui a fait qu'il a été pris, c'est que si vous allez sur Internet, vous tapez Tchaïkovski, vous verrez sa tête, c'est... il fait tout sauf misérable. Il est grand, il a une belle chevelure bien blanche, il porte beau, comme on dit, il est toujours bien habillé, je dirais, il en impose. Le troisième point qui est majeur sur ce personnage, c'est qu'il parle l'allemand, le polonais, le russe, le yiddish, et là-bas évidemment beaucoup de gens dans la communauté parlent yiddish, mais il peut aussi converser, je veux dire, avec les Allemands, ce qui était quand même relativement utile, parce que pour arriver à minimalement comprendre. Bref, donc c'est quelqu'un qui a, de ce point de vue, un atout. Autre atout, je dirais, c'est pas du tout quelqu'un qui est formé, si vous voulez, je sais pas comment vous dire, dans une culture traditionnelle, universitaire ou autre. C'est vraiment un autodidacte. J'ai souvent dit que quelquefois, quand on regarde dans l'histoire, les autodidactes, autocrates, je ne sais pas pourquoi, mais quelquefois, ça, je ne sais pas comment vous dire. Et lui, vraiment, il est autodidacte et il s'est fait lui-même avec force, quelquefois, certainement, parfois, avec capacité à séduire et gentillesse, mais quelquefois, peut-être, avec un peu de brutalité. Et là, vous le verrez, il applique. Pour arriver à cerner le personnage, il y a plus de 100 discours. Ça, c'est un point clé et essentiel. Lotz, c'est un des ghettos où on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors pourquoi on a beaucoup de choses? Parce qu'on a retrouvé beaucoup de choses. Bon, c'est un peu le propre de l'histoire. Des fois, vous ne retrouvez rien. Donc, si vous construisez, si vous voulez, à partir de l'oralité, mettons, si tant est que, à partir du moment, il n'y a plus d'oralité. Si vous voulez encore essayer de savoir comment ça s'est passé à Waterloo,
ça va être dur. Bon, donc, par définition, il faut qu'il y ait... Et là, il y a tout un tas d'archives. Pourquoi il y a tout un tas d'archives? Ça va me permettre d'arriver à leur point, pour une raison simple, c'est que non seulement les Allemands nomment quelqu'un qui est le seul interlocuteur qu'ils ont comme président, mais en même temps, ils lui donnent autorité pour créer et générer toute une administration. Donc ça c'est le deuxième point, le ghetto de l'Ordre, c'est toute une administration. Dans cette administration, qui va aller jusqu'à 12 000 personnes qui vont travailler pour le ghetto, dans cette administration, vous avez un système d'archives, ça paraît complètement démentiel, où au jour le jour, des gens tiennent un cahier ou des cahiers, parce que c'est plusieurs, moi dans la rue Viviarca, j'ai vu ça, Patin, et voilà, et on retrouve tout ça, et tous les discours de Chalinowski, ils sont demeurés. Alors tout ça a été mis dans des boîtes, consignés, les gens qui étaient dans le système d'archives, qui étaient employés pour ça, en général, c'était des journalistes, des gens qui maîtrisaient évidemment, je veux dire, l'écrit, et tout ça a été retrouvé en janvier 1945, quand les Russes sont arrivés. Les Allemands sont partis un peu en précipitation et tout a été retrouvé. Toutes ces choses-là, elles ont été publiées en 2 gros morceaux aux États-Unis, je veux dire, et donc il y en a un qui s'appelle le Lodz Ghetto et l'autre The Chronicle, excusez mon anglais, of Lodz Ghetto, et vous avez 2 bouquins qui font 1000 pages, tous en anglais, donc évidemment, étant très angliciste de formation, non je plaisante, moi j'ai travaillé de manière là-dessus, comment je dirais, un peu par sondage, hein, je ne me suis pas farci les 2000 pages, hein, franchement, mais je suis allé dessus, genre j'ai vu les trucs sur les grèves, j'ai vu les trucs, enfin bref, et j'ai lu tout, pas tous, mais j'ai lu au moins 100 à 120 de ces discours. Et les discours sont extraordinairement fou, c'est extravagant, si vous voulez, c'est stupéfiant. Vous dites, mais c'est lui qui a dit ça? Eh bien, c'est lui qui a dit ça. Je vous donnerai quelques extraits, je vais dire tout à l'heure. Voilà, et c'est ça qui fait la grande force et la spécificité, je veux dire, de ce ghetto de Lodz. Alors, le ghetto de Lodz, c'est au final... Ah, j'ai dû m'embrouiller. Et donc, le ghetto de Lodz, maintenant, hein, je suis venu au personnage, le ghetto de Lodz. Le ghetto de Lodz, c'est la ville, 300 000 et quelques habitants, le ghetto 200 000, ça montera à 210, 220, je veux dire, dans la ville, dans le ghetto, quand il est mis en place en mai, il est fermé en mai 1940, il y a à peu près 160 000 personnes, essentiellement des juifs de Lodz, essentiellement des juifs de Pologne, de ce sud, je veux dire, là, de la Pologne, qui ont été ramenés à la ville-centre pour être regroupés. Voilà, c'est ça le ghetto de Lodz. Il y aura 10 000 tziganes qui vont arriver comme ça, et une vingtaine de milliers de juifs venus d'Autriche et venus d'Allemagne, hein, qui seront, avec les tziganes, les premiers qui seront envoyés dans les camps à partir des premières déportations. Voilà, démographiquement, 160 000 personnes. 160 000 personnes qui sont regroupées sur 4 km². Alors, pour vous faire une idée, je dirais à Montpellier, quand on vous regroupe, en km², vous devez être entre 5 000 à 5 002. Déjà, vous devez être un peu serré. Non, je plaisante. Mais là, c'est 40 000. Quand on est à Toulouse, on est à l'aise, hein, 1500. Quand on est à Paris, je dirais, si on est dans le 16e arrondissement, 10 000 quand même, 10 000, oui. Et dans le 19e, là, on en fout 30 000. Hein. Mais ces niveaux-là, avec un niveau quand même d'équipement, là, vous avez pris toutes ces populations, sur 4 km², vous fermez tout, je veux dire, de grillages, de fils barbelés et de murs, hein, et vous n'avez pas, évidemment, de sanitaire de ci, de là. Hein. Bon, progressivement, ils vont monter des hôpitaux. Deuxièmement,
l'évolution. L'évolution, c'est qu'ils vont commencer à 60, ils vont monter à 200 et quelques mille, et ils vont terminer, ils seront 70 000. Il y a donc 130 000, 150, en clair, il y a presque 190 000 personnes qui vont être assassinées. Et là, il faut bien comprendre une chose. Les camps, c'est les ghettos, c'est comme des camps, on prend les gens, on les recense, quand on les a recensés, on les fait aller, je veux dire, dans un endroit pour en faire autre chose. En faire autre chose, ça veut dire en clair, les liquider. Il y a une volonté qui, évidemment, est dans la structure même, je veux dire, du nazisme. Je ne dis pas que dans le détail, le projet est tout pensé. On le voit bien quand on le regarde, les débats qu'il y a entre l'armée, entre la Gestapo, entre ci, entre là, ils ne sont pas tous prêts, puisque celui qui s'occupe du gouvernement polonais, et il dit, mais attendez, moi, qu'est-ce que je vais en faire, tout ça, puis si on les met tous ensemble, ça va être ingérable, s'il n'y a pas police, c'est pas rien. Bref, donc mais la première phase qu'ils ont voulu faire, c'est on regroupe et on recense. Parce que vous n'arrêtez pas, je veux dire, 15 000, 16 000, 17 000 personnes, si vous n'avez pas leur adresse. Même si vous avez des policiers qui sont de fin lignée, je veux dire, c'est quand même très, très problématique. Donc il faut d'abord recenser. C'est ce qui est fait, je veux dire, et ce qui est demandé au président du ghetto, c'est-à-dire à Chaï-Montgoski, d'organiser, et il organise, si vous voulez, ce recensement, il fiche les gens, bon, il sait qu'ils habitent dans telle rue, et ainsi de suite. Bref. Et cette évolution, elle va amener au fait qu'on va retrouver plus de 70 000. Donc il va y avoir une deuxième phase, vous avez recensé, et là vous pouvez, je veux dire, avec des moyens évidemment policiers et militaires, arrêter, je veux dire, les gens et les envoyer ailleurs. Évidemment, on ne va pas dire aux gens, on va vous envoyer pour être gazés ou liquidés, on envoie, je veux dire, les gens pour travailler, je veux dire, à l'Est. Sauf que quand vous regardez les premiers niveaux de déportation, les premières déportations, une dizaine de milliers de personnes, ce sont les tziganes, les malades âgés, je veux dire, et les enfants en dessous de 10 ans. C'est vrai que les Allemands avaient beaucoup d'imagination, mais de là à imaginer, dire, à refaire la ligne Maginot à l'Est, avec des personnes âgées, des enfants, dire, voire des tziganes, je ne pense pas. Moi, je pense d'entrée, et bien des éléments qu'on peut avoir, on pourra y revenir à la fin sur la question de la question centrale, qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on savait. Parce que ce qu'on justifie aujourd'hui pour dire ouais, bon, il y a eu ça au Rwanda, ouais, il y a eu ça là-bas, c'est souvent de dire ouais, mais on ne savait pas. Ah ouais? Bon, on ne savait pas qu'à Sarajevo, non, on ne savait pas. Bon, je pense que même à cette époque-là, honnêtement, les choses étaient sues. Je ne vous dis pas qu'elles étaient sues de manière générale, comme le mariage de Sylvie Vartan et de Journalier. Non, pas su comme ça. Par contre, ça se disait, ça s'entendait, je veux dire, ça se sentait, ça se voyait, je veux dire. Vous avez beaucoup de livres qui ont traité de cette question. On pouvait ne pas le croire. Pardon ? On pouvait ne pas le croire. On pouvait ne pas le croire, ou souvent, dans beaucoup de cas, on ne veut pas croire à certaines choses, c'est un pur déni, je dirais, on ne veut pas le croire. Je dirais, ça arrange beaucoup de ne pas croire à un certain nombre de choses. Dans le cas précis, je crois que c'était plutôt, si vous voulez, de cet ordre-là. Voilà. Un ouvrage de l'auteur israélien que je cherche depuis tout à l'heure, quand les grandes nations savaient et se taisaient. Voilà. Tout était dit. Oui. On ne savait pas dans les détails. Ouais. Vous avez un livre, c'est le livre de Walter Larker, je crois, qui donne un certain nombre, je veux dire, de documents. C'est clair que dans un certain milieu, on savait. Et là, au moins, quand j'analyse textuellement ce qu'a pu dire dans ses discours Runkoski, je trouve qu'il savait, mais il ne voulait pas le dire. C'est normal, il ne pouvait pas dire aux gens, on vous déporte et puis on va vous liquider, sinon les mecs ne seraient jamais allés. D'ailleurs, à la fin, dans les tentatives de reprendre les gens, il y a je ne sais pas combien de milliers de gens qui se sont cachés, ils n'ont pas voulu y aller, je dirais, bien sûr, parce qu'ils sentaient bien que c'est fini. Lui, par contre, il ira jusqu'au bout, jusqu'en août 1944, il prendra le train pour aller, je veux dire, à Auschwitz. Il y a un déni,
il y a aussi là le personnage, le monsieur qui va donner l'exemple, on peut tout y mettre, je dirais, mais ceci dit, est-ce qu'il ne savait pas? Or, quand je prends les discours, beaucoup de discours, il dit attention, si vous continuez à faire courir des rumeurs, je vais sévir, je vais envoyer les résistants et les grévistes, je vais les envoyer directement dans les camps de travail. Je dirais, arrêtez de faire des rumeurs. Et alors, la notion de rumeur, et plus vous avancez dans ces discours, plus vous avancez dans ces années-là, plus il utilise ce ton menaçant et cet argument de la rumeur. S'il y a rumeur, c'est que donc il savait bien quelque chose. Et vous avez dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, l'histoire d'un rabbin qui envoie des trucs, parce que ça c'est l'autre élément qu'il faut avoir en tête pour le ghetto de Lodz. Le ghetto de Lodz, il est dans un écosystème très particulier. L'écosystème c'est quoi? C'est moi quand j'étais petit, je suis un peu de la génération, on commence à regarder la télévision et tout ça, et je regardais des films là, et puis j'avais toujours l'idée que les camps, c'est la grande évasion. Il y a un camp, ils sont complètement paumés, je veux dire, dans la forêt, complètement paumés, et puis ils grattent, ils font du dur, et puis ils font un tunnel et ils arrivent à s'évader. Vision plus erronée que ça du camp, c'est pas possible. Vous prenez Mauthausen, vous avez un livre extraordinaire de monsieur qui s'appelle Rovitz, qui raconte Mauthausen. Mauthausen est inscrit avec à côté, je dirais, un village. Mais le village, il travaille avec le camp. Pourquoi? Parce qu'il faut des gens pour faire des trucs en bois, des menuisiers, des ci, des là. Parce que vous avez une taverne où les soldats ils vont s'en mettre une de temps en temps. Parce que pour aller faire des routes et tout, les prisonniers traversent la ville, le petit village, et ainsi de suite. C'est une évidence. En 1945, la guerre est quasi finie, elle est perdue. Il y a 400 personnes qui vont s'évader de ce cas. C'est extraordinaire ce que raconte Rovitz. 400 personnes, elles s'évadent. Et il y a une chasse à l'homme en Autriche qui est lancée par les nazis en disant qu'il faut les rattraper. Là, 80% des gens ont été retrouvés trucidés, pendus, tués à coups de fourche et tout par la population, je veux dire, environnante. Le camp n'est pas quelque chose d'isolé. Quand on prend ce dont on parle, Lodz, c'est pas isolé, Lodz. Lodz est une partie du quartier. C'est comme si Lodz c'était ici, comment ça s'appelle, votre quartier, là où il y a le conseil régional et tout ça. Antigone, voilà, c'est comme si c'était Antigone. Ça joue, c'est juste à côté. Même ça joue tellement que quelquefois il y avait une rue, elle était, ils avaient mis, la rue elle était utilisée par les habitants de Lodz, mais pas juifs évidemment, c'est-à-dire qu'il y avait le droit de circuler, et on passait par une passerelle. Donc c'était complètement, je veux dire, intégré. Donc s'il y a, bref, donc ça c'est quand même relativement important à avoir, je veux dire, à avoir en tête. Alors, administrativement, j'arrêterai là sur le ghetto de Lodz. Le ghetto de Lodz, ça va jusqu'à 12 000 personnes qui vont travailler là-dedans. Vous avez donc des archives, mais vous n'avez pas que des archives. S'occupe aussi évidemment de la santé. Il y a eu 3 hôpitaux pendant un temps. Vous avez, je veux dire, une police et des prisons. 850 personnes qui travaillent à la police. Parce que quand vous voulez déporter les gens, mais par définition, il faut aller quand même les chercher. Ce n'est pas les Allemands qui allaient chercher. Je veux dire, sur la fin, ça sera, je veux dire, les Allemands. Mais les premiers regroupements, et la gare où on les fait monter dans des trains, c'est à Ragodot, c'est à l'intérieur du ghetto. Je veux dire, c'est dans le domaine, évidemment, je veux dire, de l'alimentation. Mais, et c'est là la chose essentielle, c'est que Lodz était de tradition ouvrière très forte, et l'idée de Rumkowski, c'est de dire je vais négocier le travail et la production, donc il fait des ustensiles de cuisine, il va monter à avoir 120 ateliers qui travaillent, des fourrures, comme ils allaient sur le front est, il va mieux avoir de la fourrure, faire
faire des bottes, des habits, enfin tout un tas de choses qui font des choses en cuir et qui donnent, je veux dire, aux Allemands en échange de nourriture ou de ci ou de là. Donc il est parti en disant plus on travaillera, plus on survivra, parce qu'on est essentiel pour eux. Il va tomber en relation avec un administrateur civil allemand qui s'appelle Hans Biebo, 37 ans, qui a, moi quand je vois les âges, je me dis ouh, et bon bref, 37 ans, et Biebo c'est un commerçant du côté de Munich ou je ne sais pas quoi, qui était plutôt un commercial, et comme tout bon commercial, il se dit ouh là, il y a normalement, je pars, il va gagner des sous, hein. Je dirais, effectivement, il va gagner des sous, puisque lui, il joue en fait d'intermédiaire avec les armées allemandes, les différents corps d'armée, il leur dit vous voulez ça, on va vous les fournir. Et lui, il fournit la matière qui vient du ghetto. Donc il y a une forme d'entente, sauf que, et c'est là l'erreur, je dirais, stratégique de Rukowski, mais pouvait-il ne pas faire erreur, hein, ça c'est encore autre chose. Lui, il pense que ça va permettre de sauver le ghetto. Les Allemands pensent que ce n'est qu'une étape intermédiaire. C'est très clairement dit dans un rapport d'un monsieur confidentiel, évidemment, qui s'appelle Hubert, qui est le grand patron, on va dire, des nazis dans cette zone sud. Et ce gars, il fait un mémorandum dont on a un texte, mais évidemment, Rukowski n'a jamais eu. C'est fin 39, ce que je vous dis, c'est décembre 39, et il dit bon, je me réserve, là, dans une première phase, on va les regrouper dans le ghetto et tout, mais il s'agit bien d'une mesure transitoire, je me réserve tout droit demain de mettre en place des moyens d'en finir avec cette peste, je ne sais pas que c'est pas le mot peste, mais ce truc pestilentiel, traitant évidemment des juifs comme ça. C'est quand même, il y a une vision stratégique qui est de la part de la force majeure occupante, et il y a une absence de vision. Et là encore, on en revient à l'expression employée tout à l'heure de possible délit. Bon, troisième point sur lequel je voulais parler, c'est la question des acteurs. À l'intérieur de ce ghetto, il y a, et à l'intérieur et à l'extérieur, vous avez trois types d'acteurs qu'on a systématiquement dans la Shoah. Et là, tu citais évidemment Raoul Wilber dans son bouquin La destruction des Juifs en Europe, qui est un texte historique pour moi central, je dirais, et qui le développe beaucoup. Il a fait un autre livre qui s'appelle Exécuteurs, victimes et témoins. En clair, il y a trois types de publics. Vous avez je dirais, les victimes. Dans les victimes, on est obligé, je dirais à mon avis, d'avoir une approche en graduant. Il y a victimes et victimes, je dirais ce que je veux dire, dans le sens où vous avez l'exemple très net, là, quand on prend l'autre, les victimes de victimes, c'est d'abord les tziganes. Je veux dire, ils arrivent, on te les fout d'entrée à l'intérieur du ghetto, on leur fait un petit ghetto rien que pour eux, complètement à part, et les premiers qui vont être déportés, ça va être là, c'est les derniers des derniers. C'est ce que les Allemands appelaient les musulmans, disait Primo Levi. Je veux dire, dès que vous commencez, je veux dire, à qualifier des membres d'une population au nom de leur religion, quelle qu'elle soit, il y a quand même, c'est quand même problématique pour le moins, et en règle générale, c'est le début, et c'est pas tout à fait, je veux dire, fini, sauf si c'est arrêté. À l'intérieur de ces victimes, je vous dis, il y a plusieurs types de victimes, il y a toutes les graduations, comment il s'appelle, Wellers en a beaucoup traité, je veux dire, dans les camps. Ça, c'est le problème. Deuxièmement, vous avez évidemment les bourreaux. Et les bourreaux, c'est la même chose. Je veux dire, dans les bourreaux, vous avez les nazis, mais vous avez aussi l'armée, je veux dire, allemande, et vous avez des jeux, là, toujours un petit peu, je veux dire, compliqués. Et troisième élément, qui est central, c'est les témoins. C'est-à-dire, certains emploient le mot les spectateurs, les gens qui sont autour, qui voient sans voir, tout en voyant sans vouloir voir. Je dirais, et c'est quand même là,
ce qu'on appellerait, entre guillemets, la majorité silencieuse. Et à l'intérieur, vous avez tout. Vous en avez qui sont silencieux parce qu'ils ne veulent pas avoir, je veux dire, de problème. Vous en avez qui disent, ben, oui, mais moi je ne suis pas juif. Vous en avez qui peuvent être, oh ben non, mais ils ont quand même raison par pur opportunisme. Enfin, vous avez toute la gamme de tout. Quand vous regardez le ghetto de Lodz, cette galerie-là, je veux dire, vous la voyez parfaitement. Quatrième point, pour décrire le ghetto, je suis peut-être un peu long, hein. Il ne faut pas vous me le dire si vous trouvez. Ne vous gênez pas. Hein. Ça va. Bon. Et je peux durer, je ne suis pas Fidel Castro, mais parfois. Bon, alors, quatrième point, c'est si on périodise, vous avez un premier élément, c'est 1939, septembre 1939, et là, on va jusqu'à l'ouverture du ghetto, jusqu'à mai 1940. Là, c'est une volonté, les Allemands arrivent, ils s'installent, et ils ont une volonté d'écraser, de faire peur. Vous avez tout un tas d'événements que je raconte. La deuxième période, c'est 40, mais à partir du moment où c'est enfermé, et décembre 41. Là, c'est ce que je vous ai dit, c'est la grande période de la préparation des fichiers, des gens qui sont là-dedans, et le début, je veux dire, des déportations. Et alors ensuite, à partir de 42, janvier, si je ne me trompe pas, vous avez un emballement, si vous voulez, dans les déportations. Peut-être que Lodz a été très tôt touché, je veux dire, par ça. Ça fait partie des choses, des lieux qui ont été le plus touchés très tôt, pour une raison simple qu'il faut avoir en tête. Vous avez le micro, mettons, c'est Lodz. Vous avez ici Chemno, je veux dire, qui va être le premier centre de liquidation. Sont testés les gaz, vous avez testé les gaz dans les voitures, là, les camionnettes, enfin, les camions, et après, bon, ils ont industrialisé tout ça, c'est Chemno, c'est juste, je veux dire, au nord, et au sud, vous avez quand même le référent du référent de la référence, c'est Auschwitz, hein, qui est quand même, quand on parle de liquidation, de mort industrielle, c'est quand même bien Auschwitz. Et évidemment, Lodz s'est placé juste là. Deuxièmement, Lodz fait partie d'entrée du territoire allemand. Ce n'est pas un territoire sous contrôle allemand seulement, c'est un territoire d'entrée annexé par les Allemands. Annexé par les Allemands. Il fait partie du Grand Reich, hein, ce qui signifie qu'ils vont faire venir un certain nombre d'Allemands de pure souche, comme ils disent, pour occuper, je veux dire, le territoire, et ils vont liquider d'abord les Juifs, on les met à part, on les liquide, et ensuite ils vont faire un peu la même chose, et parallèlement d'ailleurs avec les comment ça s'appelle, avec les Polonais. Alors, quand je prends cet exemple-là, cette question plutôt-là des déportations, ces déportations, on se demande comment, je veux dire, ça a pu se développer. Bien sûr que ça s'est développé parce que vous avez opérationnellement une force militaire, hein, une force physique, une force qui domine les autres, d'évidence. Mais il y a une domination déjà dans les esprits. Pour moi, la domination dans les esprits, elle est, si vous voulez, de deux ordres. Hein, je veux dire. Le premier ordre, c'est une domination dans les esprits, dans une vision racialisée, dans une vision racialiste, je veux dire, du monde, et à l'époque de ce monde qui est le monde européen. Hein. Ça ne vient pas comme un cheveu, comme ça n'apparaît pas comme ça, c'est un mouvement comme ça dans ces années 40. Mais c'est très antérieur. Ça veut dire que c'est très antérieur. Je veux dire, dans toutes les guerres coloniales qui sont fondées sur une forme raciale, de dire ben, si il faut tuer les Noirs, bon, il faut tuer les Noirs, qui sont Noirs, je veux dire, il ne faudra pas. Bon. Là, c'est directement, je veux dire, ethnique, hein, mais c'est le 19e siècle. Hein, c'est une partie, de la première partie du 20e siècle. Et le nazisme a appliqué ça, je veux dire, à l'antisémitisme et a ajouté à ça, ils peuvent être blancs, ils peuvent être en apparence comme nous, mais ils ne sont pas comme nous.
Attention, ils ne sont pas du tout comme nous. Hein. Ils sont sémites. Et pourquoi ils ne sont pas comme nous? Parce que nous, on est quoi? On est des Ariens. Et pourquoi on est des Ariens? Parce que la linguistique nous dit que quand même les Ariens, patins, couffins, il y a je ne sais combien d'études à la fin du 19e et début du 20e, plus loufoques les unes que les autres. Hein. Aujourd'hui, on dit ils avaient vraiment pété un plomb, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Vous avez des gens qui font des classifications où on va vous dire les gens s'ils ont un nez comme ça, s'ils ont une jambe comme ça, s'ils sont là, ils sont mauvais, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire... C'est-à-dire, il y a le développement de tout un eugénisme, hein, dans ces années, dans la fin du 19e, on est pour moi en plein darwinisme, et la science, la médecine, a été profondément touchée par ça. Les nazis justifient leur discours, je veux dire, raciste et antisémite par rapport à des bases scientifiques, par rapport à ce que la science a pu amener. Ça, c'est l'époque. Deuxième élément de cette époque, je dirais, c'est pour moi, si on pense sur la longue durée, je sais ce que tu en penses, mais bon, je le dis, comment tu as dit que c'était très bien, il faut pas me dire non. Et bref, c'est la brutalisation des sociétés. Est-ce qu'on peut imaginer ce 19e siècle, ce que ça a été? J'écoutais récemment une personne, je ne sais pas, à la télévision, je ne sais pas quoi, c'était en Ukraine et tout, et il y a une personne qui dit « Ouais, mais les Russes, c'est des sauvages. » Ah bon? Oui, oui, c'est des sauvages. Oui, ils n'enterrent même pas le mort. Hein. Ah bon? Oui, oui. Bon, enfin, au début du 19e siècle, il y a un mec qui s'appelle Napoléon. Et alors là, les personnes raisonnaient après en disant ça c'est le côté soviétique. Les soviétiques, les Russes, c'est dans leur nature. Quoi, hein. Il y a une nature profonde du Russe, que dès qu'il voit quelqu'un sur le couteau, il a fait un morceau, il dit bon, c'est pas la peine de l'enterrer, ça ne sert à rien celui-là. Hein. Bon, ça serait chez les Russes. Bon. Enfin, quand Napoléon, bref, est allé à Moscou, il en a pris une, il revient, je veux dire, avec truc, ils ne les ont pas tous enterrés. Hein. Je veux dire, il y en aura encore dans les glaces si on cherchait. Et j'exagère mais à peine. Ce que je veux dire, c'est que tout le 19e siècle est marqué d'une dureté, d'une brutalité, je veux dire, sociale, qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez les guerres napoléoniennes, ça se relaxe un peu, après vous reprenez 1870, après vous faites la Première Guerre mondiale, et vous n'avez même pas, je veux dire, plié, je veux dire, les armes, comme vous y allez. Il faut les ressortir, on y repart. Et on repart en 39, quand même. Hein, je veux dire. Et lequel 39 aboutit, je veux dire, à Nagasaki, Hiroshima. Fait, on est dans une période de l'histoire européenne qui est certainement, et ça, dans le bouquin pu faire avec Charles-Olivier Carbonel, il montre très bien, ce 19e siècle européen est vraiment l'horreur poussée à un niveau d'industrialisation que l'on n'avait jamais atteint. Peut-être aussi parce que justement, on avait atteint des niveaux techniques. Tous ces éléments-là, à mon avis, ont participé, je dirais pour le moins, ont fondé, ont légitimé, pour des gens, ça semblait, je veux dire, tout à fait logique et normal, puisque la science le disait, les uns et les autres pouvaient le dire. Voilà. Dernier point, la fin du ghetto. Le ghetto que Chaïnou-Minkowski pensait pouvoir sauver, eh bien il n'est pas sauvé du tout, puisqu'ils vont être tous liquidés là-dedans. Il y a 10 000 personnes qui vont arriver, je veux dire, à être sauvées, certains parce qu'ils étaient déjà partis, ils avaient été dans le ghetto, et puis ils étaient partis du ghetto, ils en étaient sortis, d'autres parce qu'ils se sont planqués, je crois qu'ils étaient 600 à se cacher à l'intérieur du ghetto, ils n'ont pas voulu répondre quand on leur disait il faut aller pour les déportations. 95%, je dirais, des personnes qui ont été au ghetto de Lodz ont été tuées. Et dernier point, Chaïnou-Minkowski, ben lui, il va jusqu'au bout, il prend le train, Hans Biebov, cette espèce de commercial un peu tendancieux allemand, lui dit je vous fais un papier comme ça, quand vous arrivez, vous le montrez aux nazis, vous passerez à travers avec votre famille, évidemment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a le coût du papier? Je ne sais rien. En fait, c'est dit dans les trucs que je vous dans les différents documents.
Et il y a 3 hypothèses sur son décès. La première hypothèse, c'est qu'il arrive, je veux dire, et il montre son papier, et les Allemands disent, d'ailleurs, direct, à l'âge qu'il a, il ne va pas pouvoir travailler, et il se dit, il est directement gazé avec sa famille, il avait son fils, et ainsi de suite. Son fils qu'il avait adopté, hein, parce qu'entre-temps, je veux dire, quand il était dans le ghetto, il s'était marié avec une jeunette de 35 ans, donc tout arrive, hein, et donc après, ils ont tous été, avec son frère et tout le monde, embarqués, je veux dire, là-bas. Mais il avait pas, ce grand problème de cet homme, entre autres, a été, je crois, n'avoir jamais eu, je veux dire, d'enfant. Le deuxième hypothèse sur sa mort, c'est qu'il arrive, donc c'est qu'en fait, il est lapidé. Des anciens qui étaient dans le ghetto de Lodz, obligés et encore survivants à l'intérieur d'Auschwitz, qui participent des Sonderkommando, le voient, et il est lapidé, je dirais. Donc c'est la mort par lapidation. Et la troisième hypothèse, je veux dire, qui est le privilège des grands, moi j'y crois pas beaucoup, les Allemands auraient dit on va le fusiller, parce que vous avez brûlé les gens du commun, évidemment, les roturiers, si vous êtes un grand, un chef, là, non, on vous fusille. Moi, j'y crois pas beaucoup, hein, mais c'est 3 hypothèses qui sont proposées. Voilà pour ce qui est, je dirais, du ghetto de Lodz. Je vais m'arrêter là, juste vous dire que moi, ça m'a renvoyé, si vous voulez, à 5 ou 6 questions. Ça pose la question centrale de la coopération, je dirais, de la coopération, voire de la collaboration, voire de la complicité qui a pu avoir à l'intérieur de certains lieux, je veux dire, d'enfermement. C'est une grande question, qui est une question très lourde, à laquelle Madame Arendt a répondu dans Eichmann à Jérusalem. La réponse d'Arendt, qu'on a beaucoup, je veux dire, à l'époque, vous savez, Eichmann à Jérusalem, c'est le compte-rendu qu'elle a fait pour un journal américain, donc où elle intervient un peu, j'allais dire, plus comme journaliste que comme philosophe. C'est au jour le jour qu'elle fait le compte-rendu, sauf que quand elle fait son compte-rendu, elle va développer cette notion de banalité, je veux dire, du mal. Moi, banalité du mal, j'ai toujours eu un peu de mal, parce que, quand même, Eichmann, c'est l'organisateur. C'est l'organisateur de tous les transports dans une période de guerre. Enfin, je ne sais pas comment on dit, c'est comme si on disait, je veux dire, aujourd'hui, bon, ben, on a organisé un truc, c'est moi, mais non, le patron, je veux dire, la SNCF, non, lui, c'est juste le patron. Je dirais, bon, je veux bien, c'est juste le patron, mais s'il est patron, il a quand même une responsabilité. Alors, le mec qui se rembarre avec toute la responsabilité, ça me paraît insensé, je dirais. Je n'avais jamais tellement collé à ça. Mais quand elle a sorti son bouquin, il y a eu une polémique très très forte, c'est 63 ans. Elle est attaquée, j'ai relu toute cette polémique, et elle est attaquée à Hannah Arendt de manière sévère, hein, comme d'ailleurs Raoul Hilbert, parce qu'il en parle beaucoup aussi de ce conseil juif. Et elle est attaquée, en fait, beaucoup plus parce que justement, elle a critiqué une partie des autorités, je dirais, une partie, je dirais, de l'élite juive, et pour sa participation. Et à l'époque, pour vous dire le niveau de critique, le Nouvel Observateur, bon, c'est un journal, c'est un hebdomadaire, ils ne font pas toujours nécessairement dans la dentelle, on fait un titre pour attirer le chaland, hein, c'est bien normal, hein, avait titré « Hannah Arendt est-elle nazie ?» On peut certainement reprocher beaucoup de choses à Arendt, de là, je dirais, à trouver un peu de nazisme chez Arendt, il faut quand même faire l'effort, hein, même avec un point d'interrogation. Ceci dit, d'un point de vue, je veux dire, de communication pour vendre un machin, on peut le comprendre. Bref, mais Arendt était tellement dure qu'elle, dans le bouquin que je viens de citer, elle dit, en clair, elle dit, si les conseils juifs n'avaient pas joué ce rôle, les Allemands auraient été désorganisés, parce que l'armée avait besoin d'un certain nombre d'éléments et de calme, elle aurait été partout à devoir colmater, et peut-être que les choses auraient changé. C'est sévère, hein, je veux dire, c'est... bon, bref. Deuxième
C'est cette question que je vous ai dit, pour moi, centrale, de la brutalisation du 19e siècle et du début du 20e. Il y a une brutalisation des sociétés européennes qui pose une question majeure, parce que c'est les sociétés où on s'écoute le Mozart, on s'écoute le Beethoven, je veux dire, et parallèlement, on a généré, je veux dire, une horreur, une industrialisation de la mort. Ça paraît, je veux dire, au point que vous avez un remarquable sociologue, Zygmunt Bauman, qui dit non, ce qui s'est passé pendant la guerre, la Shoah, ce n'est pas, je veux dire, un déraillement de la civilisation, c'est le produit même de la civilisation. C'est ce niveau de croyance absolue, je veux dire, dans la technique, dans les techniques et dans la science, qui a fait que il a écrit, je ne sais pas comment ça s'appelle, Holocauste et pas quoi, Zygmunt Bauman. Ça interroge le troisième point qui est fondamental, c'est la question de l'obéissance. Je dis souvent, on apprend beaucoup aux enfants à obéir. Pas qu'il faut, parce que sinon ils s'emmerdent. Mais ça dépend pourquoi. Il y a des choses qu'on devrait dire, il ne faut pas que tu obéisses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, peut-être, mais bon. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais ça, on le sait déjà depuis longtemps, je veux dire, ils savent bien, pour désobéir, on n'a pas besoin de leur apprendre, peut-être. Mais enfin, ceci dit, dans le cas précis, je veux dire, l'obéissance, c'est le suivi. Vous avez des textes, je les mets, où il dit, il faut obéir. Si vous n'obéissez pas, c'est moi qui vais vous envoyer dans les camps. Je veux dire, il utilise les mêmes arguments, je veux dire, que les Allemands, et il demande à obéir. Il attaque il y a plusieurs textes sur la résistance, parce qu'il y a une résistance à l'intérieur. Elle est faible, et je n'ai pas beaucoup travaillé dessus. Il y a des historiens de mecs qui pourront y travailler, il y a beaucoup de choses certainement à voir là-dessus. Il y a des gens qui essayaient de résister. Mais le problème, c'est que lui, il les a attaqués frontalement. Il les a envoyés directement, je veux dire, dans les déportations. Bon. L'obéissance, ça mérite d'être questionné. Il y a un petit livre qui vient de sortir, Pourquoi obéir, d'un monsieur qui s'appelle Didier Huberman, qui vient de sortir là. C'est chez Bayard et dans la collection Les petits déjeuners de Bayard. C'est pour les enfants, hein. Enfin, il vaut mieux qu'ils aient quand même 10, 11 ans, 12 ans, vous voyez, de cette période où l'âge de raison commence à les chatouiller. Et ce monsieur qui a écrit ce livre, c'est un grand spécialiste, je veux dire, de l'image. Hein. Il a beaucoup écrit sur un monsieur qui s'appelle Victor Klemperer, extraordinaire, je veux dire, qui mériterait d'être enseigné dans toutes les écoles, lycées, universités. Et dans ce livre, il essaie de répondre à cette question en parlant comme s'il avait en face un public d'enfants, de gamins de 12. C'est un philosophe. Moi, il y a un paquet de livres que j'ai lus de lui, je dois vous avouer, je m'y suis repris à 2-3 fois pour arriver à comprendre. Hein. Et celui-là, livre, c'est le premier, enfin, il est très lisible. Hein. Pourquoi obéir hein. Et il met pour et quoi obéir. Parce qu'en fait, on devrait bien séparer les deux. Le quatrième point, après tout ça, je ne vais plus pouvoir parler. Quatrième point, c'est l'importance de ce que j'appellerais le discours ambiant, le discours dominant. Moi, dans les années 70, quand j'étais à l'université, à Toulouse-le-Mirail, avec Charles-Olivier Carbonel, on parlait beaucoup, je veux dire, d'idéologie dominante, avec les Baudelot, les Establé et autres gens, bref. Je vivais dans une drôle d'époque. Maintenant, aujourd'hui, la notion, je veux dire, de discours dominant, d'idéologie dominante, existe espace. Je veux dire, bon, on est dans des cultures mainstream. Il y a un courant, à un moment donné, bon, mettons. Ceci dit, une époque, elle a bien une atmosphère, je dirais, même nous, dans nos vies, les années 80, c'est pas exactement les années 2020, me semble-t-il. Aux États-Unis aussi, dans d'autres endroits aussi. Ce que je veux dire, c'est que dans les années 30, il y a quand même une ambiance
idéologique très fort. Et là, je reviens à Victor Klemperer, qui a fait 2 bouquins, dont un qui s'appelle LTI, la lingua tertia LTI imperi. C'était son code pour ne pas se faire piquer parce que bon, il était marié à une dame qui était juive, il était linguiste, dont les Allemands, les nazis lui ont dit attends maintenant tu vas arrêter de faire ça, tu vas aller porter des paquets, faire asylum, tu vas plus à l'université, donc il est parti de l'université, et il était à Dresde, donc quoi il y en a dans leur malheur des fois un peu de chance, et il est sorti de Dresde, vivant, et il est sorti de Dresde vivant avec ce qu'il avait écrit. Ils ne sont pas beaucoup à être sortis vivants de Dresde, parce que ça a été la ville qui a été le plus massacrée au sortir de la guerre. Et il a écrit un journal, ça s'appelle le journal, je ne me rappelle plus, le journal, enfin vous voyez, Victor Klemperer, au jour le jour, comme s'il écrivait au jour le jour. Et c'est passionnant, où il vous dit, je me suis retrouvé à un moment donné, dans les années 30, plongé dans une ambiance où tout était la guerre, tout était au héros. La mort n'avait aucune importance. La seule importance, c'était la nation. Et il y avait des calicots, et il y avait le cinéma, et tout. Et même les manifestations, et vas-y pas pour les Jeux Olympiques, et les machins, tout était, je veux dire, et l'homme ne pouvait être qu'héroïque. Et il raconte ça, et il a une discussion à un moment donné avec des universitaires, comme lui, grand professeur allemand, et ils lui disent non, mais eux ils ont voté Hitler. Il dit non, mais c'est pas grave, on l'a voté là, mais de toute façon c'est un pantin, hein. Ça va être vite fait, bien fait, on va le plier rapide, je dirais, c'est vite fait. Et total, je veux dire, et lui il comprend pas, et il dit j'essaie de leur expliquer, et quand vous le savez, en 1933, je veux dire, en 1933, quand Hitler aura les pleins pouvoirs et la loi d'habilitation, il ne faut jamais l'oublier, hein, elle a été votée, il fallait les 2 tiers du Parlement, des présents, hein, comme les communistes avaient foutu dehors, comme les sociodémocrates, ils étaient déjà en camp depuis 1933, hein, Dachau c'est 1933. Hein, et donc, en fait, ceux qui ont voté, c'est le Zentrum. Le Zentrum, c'était le parti chrétien, hein, démocrate, plutôt de droite, mais démocrate, hein, je veux dire. Et ils ont voté, ils ont même voté, il faut quand même le faire, je veux dire, jusqu'à la loi qui va interdire tous les partis, sauf le parti nazi. Moralité, je me dis, quand on met le doigt dans quelque chose, c'est vrai que dernier 2 points que j'aurais voulu, qui peuvent poser une question, c'est cette question du pouvoir. Hein. Est-ce que c'est la Gazette de Montpellier qui m'a gratifié de très bonne critique. Ah non, très sympathique, très bien. Elle m'a gratifié de ça. La journaliste a appelé ça le roi fou du ghetto. Mais je comprends, hein, c'est un titre, on va pas. Mais ça renvoie à un monsieur qui s'appelle Jodel, qui a écrit un livre qui s'appelle La malédiction du pouvoir, et qui travaille que sur la bio de... C'est un grand monsieur qui était avocat et qui a été, que j'ai découvert par hasard, et d'ailleurs à Montpellier, qui a été président de la Ligue des droits de l'homme au niveau mondial. Hein. Et ce monsieur, il disait, je veux dire, il a fait un bouquin qui s'appelle La malédiction du pouvoir. Ce qui sous-entendrait que le pouvoir est de l'ordre de la malédiction ou de la bénédiction. Et je crois qu'il ne doit être ni de l'un ni de l'autre, hein, je veux dire. Et ce n'est pas la folie des hommes, la folie d'un homme hein, qui fait. C'est la folie peut-être des hommes, plus globale, je dirais, mais ce n'est pas la folie d'un homme. C'est la folie d'hommes qui spécifiquement répondent à un certain nombre de choses, socialement ou autre, ou économiquement, mais ce n'est pas la folie d'un homme qui peut expliquer l'histoire. En tout cas, évidemment, pour moi. Dernier point, la question du savoir. Bon, j'y ai contribué un petit peu, mais bon, j'arrête là. Et c'est, oui, est-ce qu'il suffit de savoir pour pouvoir arrêter? Honnêtement, j'aimerais bien le croire. Voilà. Porté pour cette belle présentation de Mécanique d'une dérive parue aux éditions L'Antilope. Je vous enjoins les uns et les autres d'acquérir cet ouvrage.
ça a été un plaisir de vous entendre avec votre faconde, avec votre ensoleillement dans la voix. Alors effectivement, cher Dominique Portet, vous avez parlé de la France de Vichy, vous êtes un homme de médias, vous avez parlé de René Bousquet. La France a fait un travail tardif, un travail d'histoire et de mémoire de la Shoah tardif, mais un travail remarquable. Et aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'une publication, un livre, un documentaire, une bande dessinée ne sorte sur probablement le crime le plus inouï de l'histoire de l'humanité. Et pour autant, on entend ici et là trop plein de Shoah, concurrence victimaire, il n'y a pas que les Juifs qui ont souffert, et c'est vrai du reste. Qu'est-ce que vous répondriez, par exemple, à cela? Moi, je ne sais pas comment dire. Ce que je répondrais, c'est que c'est jamais, je veux dire, de toute façon, en cédant quelques pas, quelques centimètres que ce soit à quelqu'un qui professe des idées racistes, racialistes, antisémites, oui, d'évidence, je veux dire, il y a 200 millions de gens qui sont morts dans le XXe siècle en Europe avec ces guerres. Oui, d'évidence, il n'y a pas eu que des Juifs, je veux dire. Et alors, je veux dire, défendre, comme tu le dis, défendre, je veux dire, lutter, je veux dire, contre l'antisémitisme, d'évidence, ça ne devrait même pas être discutable dans une société, je veux dire, qui arrive à ce niveau, je veux dire, d'évolution. On ne devrait pas, je veux dire, ça devrait être, mais, je vais plus loin, la même chose, je veux dire, s'il y a des mouvements racistes, il y a beaucoup parfois des allusions racistes à tel... Je vais peut-être choquer un certain nombre de gens, mais moi, par exemple, je ne supporte pas, ça me paraît incompréhensible qu'on ait pu théoriser sur l'idée du judéo-bolchevisme. Ça me paraît une connerie, alors je me demande comment on peut arriver à structurer un truc comme ça. Mais je vais vous lire, peut-être que je vais choquer les gens, je m'en excuse, je veux dire, c'est pas volontaire, mais bon, vous me posez la question. Quand j'entends le mot islamo-gauchisme, c'est un mélange, à mon avis, qu'on opère, je veux dire, déjà. Qu'il y ait aujourd'hui, dans les islamistes, un courant profondément antisémite, et en particulier lié à toute la problématique palestinienne, ça me paraît, je veux dire, une évidence. Une évidence, une évidence. Il y a un conflit sur un territoire que les uns et les autres revendiquent pour des raisons X et Y, et tout ça, évidemment, ça participe, ça envenime. C'est clair, c'est clair. Cela dit, je veux dire, c'est pas pour autant que... il y avait, comment ça s'appelle, un pasteur allemand qui disait, un jour ils sont venus, pour parler des nazis, vous connaissez la formule, ils sont venus le matin et puis ils sont venus chercher mon voisin. Bon, il était communiste, alors ils l'ont pris, ils l'ont amené, bon, enfin il était communiste, je veux dire, donc... et puis le lendemain, ils sont venus, je veux dire, ils ont pris un autre voisin, je veux dire, bon, il était juif, bon, il était juif, là, mais... Et puis ils sont revenus, je veux dire, ils sont revenus, hein, et ils ont pris un autre, il était démocrate. Ah bon, oui, oui. Et puis la quatrième fois, ils sont venus, mais ils m'ont emmené à moi. Quelque forme de racisme induit elle-même autre racisme. Pour moi, c'est une chaîne. Absolument. Voilà. Et la Shoah, bien entendu, c'est ce que l'homme a fait à son prochain. Voilà. Hier, c'était le juif, demain, nous l'espérons, ça ne sera pas un autre, selon les critères subjectifs. Peut-être que si on veut intervenir, j'avais, lors d'un séminaire à Yad Vashem à Jérusalem, assisté à une belle exposition, tristement belle exposition sur le ghetto de Lodz. Il y a un fonds d'archives relativement conséquent sur ce ghetto polonais. Avant de donner la parole, cher public, pour questionner Dominique Portet. Monsieur? Ce serait intéressant de vous entendre sur le rôle de Mitterrand avec Bousquet. Vous n'avez pas mentionné. Il y a une triste histoire. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus le rôle de Mitterrand avec Bousquet? Ah, ouais. C'est
c'est compliqué. J'ai vu récemment Robert Badinter présenter le bouquin. Il a été très clair et très précis. Et le journaliste il a posé comme question, c'était les 4 vérités, je crois que ça s'appelle ça. Donc vous le regardez là aujourd'hui, comme on regarde dans tous les sens, vous pouvez le regarder sur les 4 vérités, c'est sur Antenne 2. Et donc, il lui pose à Badinter, il lui dit mais alors, est-ce que vous croyez que Mitterrand. Et l'autre lui répond non, mais Mitterrand, il n'y était pas là, je veux dire, et tout ce qui est. Non, ce qui est vrai, que Mitterrand, si vous voulez, n'est pas directement, je veux dire, en relation avec Bousquet, a priori, on n'a pas en tout cas l'archive aujourd'hui qui puisse le déterminer. Par contre, ce qui est sûr, lié au texte de Péan, lié au livre de Pascal Froment, qui sont très clairs, très précis, très denses, je veux dire, d'accord. En plus, la mère comment elle s'appelle, Froment, quand elle fait son truc, elle dit bien, Jean Baillet, il a demandé absolument à être représenté, à être membre de cette commission à la haute cour. Elle le souligne. Ça peut être sous-entendu, mais enfin, elle le souligne, ça mériterait en tout cas d'être. Ceci dit, il y a eu connivence. Après que Mitterrand soit là-dedans, moi, j'en sais strictement rien. Ce qui est clair, c'est que Mitterrand retrouve, je veux dire, Bousquet au minimum à la fin des années, je veux dire, 50. Ce qui est clair, c'est qu'il le retrouve au point d'aller bouffer des alouettes, ou je ne sais pas trop quoi, là, dans son chalet, dans les Landes. Moi, je vais bouffer des alouettes, je ne sais pas quoi, chez les gens, c'est que je les connais. Je veux dire, vous n'allez pas manger des alouettes comme ça, bien sûr qu'ils se connaissaient. Je dirais, en plus, Mitterrand est un grand spécialiste, enfin, est un grand connaisseur, je veux dire, de la vie politique. Je veux dire, il connaissait tout. Mais est-ce qu'il connaissait précisément, je veux dire, Bousquet? Ce que je vous dis, c'est que Bousquet, il vient de Montauban, le Tarn-et-Garonne. Bousquet, il est à Montauban, il a 30 berges, mais à l'époque, quand vous faisiez du droit, il y avait 3 couillons qui faisaient du droit, hein, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Hein. Donc on les mettait de suite, peinards en stage chez un préfet. Il a un pot, je veux dire, ça, parfois la vie, c'est les circonstances qui vous mènent. Il se retrouve là-bas à Montauban, Bousquet, il vient de Montauban, il est à l'université à Toulouse, il va faire le stage à Montauban, plus peinard que ça, quand vous avez 20 ans, c'est impossible. Et vous n'avez pas qui arrive, il n'y a pas une inondation, le Tarn, il déborde, tout Montauban est noyé, et Bousquet, il est jeune, il a 20 ans, donc il est un peu con, il saute dans l'eau avec le préfet et il va sauver les gens, par la Légion d'honneur, je veux dire, et après il va faire une carrière ministérielle, relativement facile, parce qu'il est du Tarn-et-Garonne, il est lié donc à la Dépêche et au Sarraut. Les Sarrauds à l'époque, dont le Maurice, je veux dire le Albert, c'est celui qui fait la presse, la Dépêche, le Maurice, c'est celui qui fait les ministères, je ne sais pas combien de ministères il a fait, c'est là qu'il a pu réaliser la plus grande collection d'objets d'art indo-chinois, mais enfin bref, ça c'est autre chose, il ne faut pas le dire, et bref, et donc, bien sûr qu'ils se connaissent, mais je ne suis pas sûr que je n'ai aucune preuve pour pouvoir dire Mitterrand serait intervenu précisément. En 45-49, il y en a beaucoup, si vous voulez, qui ont bien d'autres chats à fouetter. Dans le Mitterrand, c'est les années où il s'inscrit dans son combat politique. C'est quelqu'un qui s'engage en politique et qui devient un homme public de première importance dans cette début de 4e République. Il va être, je ne sais pas combien de fois ministre, et ensuite, dans la 5e République, je ne vous le fais pas dire, mais il a été quand même, si je ne me trompe pas, 2 fois président. Je ne peux pas me tromper. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire. Un peu. Je ne sais pas. Ouais. Votre intervention, question? Non, j'aimerais saluer la présence également de Jacques Molena, du journaliste Jacques Molena, et du professeur Michel de l'université Paul Valéry. Alors s'il n'y a pas d'autres interventions, nous nous retrouvons dans 3-4 jours, dans cette même salle à 18h30, pour une autre passionnante conférence avec un jeune historien, haut fonctionnaire, brillant historien, Amos Reichmann, qui est le fils de l'écrivain Edgar Reichmann, qui a été journaliste au Monde des Livres et qui avait été couronné par le prix L'Arche pour le rendez-vous de Kronstadt. Et son jeune fils fait une brillante carrière, il a étudié dans les plus grandes universités américaines, et il interviendra lundi prochain autour de la vie et de l'œuvre du fondateur de la Pléiade, Jacques Schiffrin.
Donc c'est une rencontre inédite. Nous vous attendons pour cette rencontre passionnante. Et sachez que 2 jours après, Pierre Birnbaum devait intervenir sur Marcel Proust. La conférence est reportée au printemps prochain. On ne va pas s'en plaindre parce qu'en ce moment, on a presque de conférences par scène à l'Institut Maïmonide, mais nous vous préciserons le jour et l'horaire de cette rencontre avec le grand Pierre Birnbaum. Merci infiniment à Dominique Portet, à qui je vais redonner le micro, au professeur Christian Amalvi, que nous aurons le bonheur d'entendre autour de Charles-Olivier Cardinal en février prochain, et bonne fin de soirée. Bon. Écoutez, je vous dis juste merci. Merci beaucoup, Pierre-Michael. Merci beaucoup, mon ami, de si longtemps. C'est un 5e qu'on a commencé ensemble. C'est pas de l'aujourd'hui. Et merci à vous, vraiment, d'être venu ce soir et d'avoir eu la patience de m'écouter. Bonne soirée.